Il est 20h à Kinshasa, une heure de plus à Mitwaba dans le Haut-Katanga. C'est l'heure de vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce journal. La manœuvre est insidieuse. Elle vise à opposer les FARDC au Wazalendo afin de servir la cause de l'ennemi. Le général Kazita a le total soutien des forces armées de la RDC. Le porte-parole de l'armée congolaise a tenu à le rappeler au cours d'un point de presse. Vous le saurez dans ce journal. Des pots pharmaceutiques qui mélangent poison et antidotes ne prennent aucun soin des règles de conservation ont été scellées à Kolwezi. Le procureur de la République a mené une perquisition et le constat motive de se sceller pour certains dépôts. L'amélioration du climat des affaires est un faisceau d'indices à suivre dans plusieurs secteurs où les réformes sont attendues. Le ministère du Plan met en place un tableau numérique de suivi pour plus de transparence. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre à ce grand rendez-vous vespéral sur la chaîne nationale. Il s'y est de rappeler que la nomination du général Olivier Gazita a fait l'objet des manifestations jeudi 6 septembre dernier, causant des blessures à 3 civils les barricades ont été érigées sur l'axe stratégique de Kikolomoni, paralysant les échanges commerciaux avec le Burundi, d'où la tenue de son point de presse du porte-parole des FARDC pour lever les équivoques. Les forces armées de la République démocratique du Congo appellent les uns et les autres au calme et à ne pas céder à la manipulation orchestrée par l'ennemi et au poison rwandais. Tordre le cou aux rumeurs distillées dans les réseaux sociaux et donner la vraie information, le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole de forces armées de la République démocratique du Congo, était devant la presse. Dans l'ordre chronologique, 6 combattants de la milice Twirwaneho, parmi eux un militaire rwandais impliqué dans les activités militaires dans la partie est de la RDC, ont été présentés devant l'opinion tant nationale qu'internationale. Nous allons confirmer ce que Nanga a dit par des preuves tangibles, des preuves matérielles. Nous allons vous présenter 6 premiers individus, puis il y en a d'autres qui arrivent, arrêtés dans les hauts plateaux des Fizi et d'Uvira et qui sont aujourd'hui ici à Kinshasa et on va vous les présenter dans cette salle. Au-delà de ces faits, le porte-parole de forces armées de la République démocratique du Congo est revenu sur les derniers développements du dossier du général Olivier Gazita, commandant adjoint de la 33e région militaire en charge des opérations et renseignements. Un militaire officier de surcroît n'appartient pas à des communautés. Il est au service de la nation tout entière et c'est le sens du serment que nous avons prêté en tant que militaires, en tant que soldats. Alors que des gens de mauvaise foi ne nous rabaissent pas dans des considérations communautaires. Et jusqu'aujourd'hui, je vous informe qu'il n'y a aucune autre ordonnance présidentielle qui a déchargé ses fonctions. Il est et reste commandant adjoint de la 33e région militaire et il a la charge des opérations et renseignements. Le général-major Sylvain Ekenge a été clair dans ses propos sur instruction du commandant suprême des FARDC, l'armée qui est par essence la grande muette, vient d'instaurer un canal permanent de communication pour mettre fin à l'intox, mode opératoire de l'agresseur rwandais qui, du reste, continue à mettre en mal les différents processus de paix engagés, notamment celui de Washington et celui de Doha, en attaquant régulièrement les positions de l'armée loyaliste. Et je vous emmène sur les grandes avenues de Johannesburg où les membres de la diaspora congolaise en Afrique du Sud ont exprimé leur mécontentement contre la conférence sur la paix en République démocratique du Congo organisée par la Fondation Thabo Mbeki qui s'est tenue du 3 au 6 septembre. Les manifestants dénoncent la présence de représentants du groupe rebelle M23 accusés des violences dans l'est du pays et mettent en cause la neutralité de l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, organisateur de l'événement. Robert Ndaï, JCC.
La diaspora congolaise de l'Union sacrée de la nation Afrique du Sud était dans les rues ce samedi 6 septembre 2025 pour exprimer leur désapprobation face au dialogue initié par l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. Une marche organisée sous l'initiative du pasteur, président coordonnateur de l'Union sacrée Afrique du Sud, Thomas Kamwen, pour faire entendre la voix des Congolais face à ce qu'ils considèrent comme une démarche inappropriée et une trahison contre la souveraineté nationale. Les délégués de la diaspora arborant des drapeaux congolais et pancartes disent non au dictat de l'étranger. Pour l'amour de la patrie, pour l'amour de la RDC, on ne va pas garder silence. Nous sommes ici à 2 heures de Johannesburg, en brousse, là où les rebelles, les ennemis du peuple, les voleurs sont venus terminer leur réunion, mais la diaspora congolaise, Union sacrée Afrique du Sud, nous sommes là pour soutenir notre parti, pour dire non à ces négociations diaboliques de Thabo Mbeki. Cette marche de protestation témoigne de l'engagement des Congolais de la diaspora en Afrique du Sud à s'impliquer activement dans les affaires de leur pays. Nous sommes venus lancer le message. Nous disons non au dialogue de Thabo Mbeki. Nous disons quoi? Non! Nous disons quoi? Non! Nous disons quoi? Non! Ils espèrent que leur voix sera entendue et que l'Afrique du Sud ne doit pas servir de base arrière pour ceux qui déstabilisent la République démocratique du Congo. Revenons à Kinshasa pour vous parler de cette mission d'enquête parlementaire auprès des ministères des Mines et des Affaires sociales. Une délégation de l'Assemblée nationale s'est rendue au Fonds national de promotion et de services sociaux reçu par l'ADG Maître Alice Mirimo. Les élus du peuple ont procédé à l'évaluation des réalisations de ces structures dans le cadre de l'action sociale Chimène Dondo. 2 axes majeurs orientent cette mission d'enquête de la délégation de l'Assemblée nationale. D'abord, évaluer l'exécution du cahier des charges 2021-2024 signé entre les communautés locales et la société Alpha Mine Busy Mining dans le territoire de Walikale. Ensuite, contrôler l'utilisation de la dotation sociale obligatoire de 0,3% du chiffre d'affaires des entreprises minières prévues pour financer des projets de développement communautaire. Établissement public sous tutelle du ministère des Affaires sociales, le FNPSS, a présenté un tableau des réalisations concrètes issues de la dotation de 0,3%. En partant d'ici, nous avons encore quelques jours ici à Kinshasa avec certains services de l'État. Et ensuite, nous irons à Beni. Après Beni, où nous allons travailler avec les autorités provinciales, nous irons effectivement sur le terrain dans le territoire de Walikale pour rencontrer la population concernée, échanger et voir si tout ce que nous avons pu avoir comme information ici va être corroboré par la vie, par la réalité que vivent nos populations sur place. Inscrite dans le règlement minier, cette dotation sociale vise à renforcer la responsabilité sociétale des entreprises minières et à soutenir le développement des communautés locales. Le Fonds national de promotion et des services sociaux, l'un des acteurs majeurs de ce dispositif, reste engagé dans la transformation socio-économique des zones minières, notamment à Walikale. Longtemps abandonné, le réseau d'adduction d'eau potable du village Moulangi dans le Tanganyika vient d'être remis en service. Une réhabilitation rendue possible grâce au financement du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Une action saluée par les habitants qui voient à travers ce geste une véritable renaissance de leur communauté autrefois marquée par les divisions. Peggy Mukunda. Resté longtemps inopérationnel, les points d'addition d'eau potable dans les villages de Moulouani, fief de la chefferie Tumbwe dans les Tanganyika, où environ 600 ex-combattants viennent d'être démobilisés par le PDDRCS. Grâce au financement du programme, cette infrastructure est aujourd'hui remise en service. Les communautés qui autrefois vivaient dans la méfiance peuvent désormais se rassembler autour d'un bien commun, l'eau potable. Une transformation symbolique et concrète que les chefs de groupement Tumbwe qualifient d'action salvatrice. J'ai un sentiment de joie puisque ce processus, nous l'avions commencé depuis longtemps. C'est ainsi, je rends d'abord hommage au chef de l'État quand, à son passage à Kalemi, lors de la conférence des gouverneurs, il nous a promis que
il y aura le programme de désarmement et de réinsertion. Chose promise, chose faite. Le programme a également investi dans la construction des latrines séparées pour hommes et femmes. Et ces nouvelles infrastructures contribuent à améliorer les conditions sanitaires dans un village marqué par les séquelles des conflits intercommunautaires. À Moulouani, la vie renaît. Les initiatives du PDDRCS apportent un souffle nouveau à une population qui retrouve progressivement espoir et dignité. Cette action du PDDRCS est salutaire. Elle ne se contente non seulement des désarmements des groupes armés, mais aussi elle reconstruit les liens sociaux. En mission parlementaire à Bouindé, dans la province de la Tchouapa, le professeur Jacques Njoli, rapporteur de l'Assemblée nationale, a prêté une oreille attentive aux cris de détresse des populations confrontées aux problèmes socio-économiques au Skambal-Kaïj. Après 3 mois d'intenses activités parlementaires, chaque élu du peuple est astreint à l'exercice des redevabilités. Occasion pour le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Njoli Esengekeli, de se rendre à Bouindé, sa base politique et fief électoral. Mercredi 3 septembre 2025, celui qu'on appelle affectueusement Bokulaka est arrivé à Bouindé, chef-lieu de la province de la Tchouapa. Une immense foule l'attendait à son arrivée. Jacques Njoli, qui quitte l'aéroport en passant par les avenues Lumumba, Révolution Mobutu, jusqu'au siège de l'Assemblée provinciale de la Tchouapa, a déballé les contenus de son bref séjour dans cette partie de la République, tout en répondant aux différentes questions d'actualité liées au 2e congrès de l'Union sacrée de la Nation et du dialogue format Tabombeki. Juste après, les rapporteurs de l'Assemblée nationale a accordé des audiences, notamment aux conseils communaux de Bouindé et de la Tchouapa. Objectif, présenter leur civilité et remercier celui qu'ils appellent le patriarche pour les œuvres sociales, notamment la réhabilitation de l'Institut Ngundoya. Par la même occasion, les élus communaux ont présenté à leur hôte l'état de délabrement très avancé des infrastructures routières de Lomela Bouindé, Wemma Bouindé et toutes les entrées principales de la ville de Bouindé. Autre délégation été reçue par l'élu de la Tchouapa, c'est celle des chefs coutumiers du secteur de Djera. Ces autorités traditionnelles sont venues saluer leur porte-parole au niveau de la chambre basse du Parlement congolais, tout en lui soumettant les différentes difficultés liées à l'insécurité avec les phénomènes Kuluna qui fait rage dans ce coin. Et dans le Haut-Katanga, où il séjourne dans le cadre de ses vacances parlementaires, le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, a échangé avec le gouverneur intérimaire, Martin Kazembe. Des questions sécuritaires et de développement dans cette partie du pays étaient au cœur de cette entrevue. Janine Kalinga. Arrivé dans sa circonscription électorale du Haut-Katanga le jeudi 4 septembre dans le cadre de ses vacances parlementaires, l'honorable Jean-Michel Samaloukonde Kenge, président du Sénat, a rendu visite le vendredi 5 septembre 2025 au gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula. Des sujets d'intérêt commun ont été abordés durant l'échange à huis clos entre ces deux personnalités. Je suis venu voir monsieur le gouverneur de manière à ce que je puisse savoir un peu l'état de la province. Bien sûr, l'un des volets qui est très cher à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, c'est d'abord la sécurité. Et donc, on a été rassuré que de ce côté-là, il y a une accalmie. Le président du Sénat, qui tient tant au social de sa base, a également abordé cette question avec le chef de l'exécutif provincial avant de parler de projets prioritaires. Nous avons aussi abordé le volet social. Nous sommes à une période d'abord de rentrée scolaire et nous assurer que de ce côté-là aussi, il y a une accalmie du point de vue de toutes les attentes de la population de ce côté-là. Nous avons bien sûr abordé d'autres sujets qui concernent les projets prioritaires de la province, notamment du point de vue des infrastructures, surtout sur le volet routier, pour permettre la libre circulation des personnes ici dans la province du Haut-Katanga. L'honorable Samaloukonde a salué les climats cordiaux dans lesquels cette rencontre s'est déroulée et a promis d'intégrer toutes les informations reçues dans son rapport des vacances parlementaires à présenter au Sénat. Une rencontre qui renforce le dialogue
entre cet élu des élus et la province dont il est l'émanation en vue d'une synergie efficace en faveur du développement de cette entité. Et pendant ce temps, Kinshasa étouffe sous les embouteillages et l'état déplorable de ses routes. Face à cette situation critique, la première ministre Judith Suminwa a convoqué une réunion de crise ce jeudi avec les acteurs clés des infrastructures dans l'objectif d'accélérer les travaux pour améliorer la circulation et soulager les Kinois. Chimène Dondo et Djoko. Face aux embouteillages persistants à Kinshasa, la première ministre Judith Suminwa a réuni ce jeudi les acteurs clés des infrastructures pour faire le point sur le tas d'avancement des chantiers routiers. Objectif, accélérer les travaux, fluidifier la circulation et améliorer le cadre de vie des Kinois. Au terme de la réunion, le ministre des Infrastructures, John Banza, a relayé les instructions de la chef du gouvernement. C'est une série de réunions d'évaluation initiée par son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, à la demande expresse de son Excellence Monsieur le Président de la République, pour que nous puissions évaluer en temps réel l'évolution des travaux de la voirie de Kinshasa et de la lutte, d'accélérer la lutte anti-érosive. Donc voilà l'objet de notre réunion, parce que nous sommes à la veille des grandes pluies, nous sommes très conscients de la menace et nous sommes en train d'évaluer le niveau d'exécution physique sous ces ouvrages. Concernant la route de Matadi, le travaux devrait démarrer dans le prochain jour, après une nouvelle descente de services techniques ce vendredi. La chef du gouvernement insiste sur une approche de résultat avec une task force dédiée au suivi des chantiers. Les gouvernements appellent la population à faire preuve de patience et de confiance, assurant que toutes les mesures sont prises pour garantir la qualité et la rapidité des travaux. Fonction publique vers un partenariat renforcé entre Kinshasa et Bruxelles. En séjour en Belgique, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a eu des entrevues avec la directrice générale de la coopération au développement du Royaume de Belgique. Une rencontre axée sur une vision partagée de modernisation et de renforcement de la gouvernance administrative. Nadine Kilocho. Dans le cadre de sa mission officielle en Belgique, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a été reçu en audience par Madame Heidi Rambout, directrice générale de la coopération au développement du Royaume de Belgique. Au cours de cette séance de travail, les échanges ont permis de faire un tour d'horizon des projets d'appui prioritaires en faveur du renforcement de la coopération administrative entre la RDC et la Belgique. L'audience a pu souligner, je pense, une vision très partagée sur l'importance de la gouvernance dans la réforme d'un pays, dans le développement d'un pays. Et je pense que quand nous travaillons sur une collaboration, un partenariat, déjà partager cette conviction et le leadership, avoir un leadership aussi au sein des différents pays est très important. Aujourd'hui, on a un partenariat qui est assez riche avec la fonction publique. Nous avons les acteurs belges qui sont fort engagés là-dedans. Donc, au sein de la coopération belge, il y a un programme, effectivement, qui appuie cette fonction publique avec notre agence d'implémentation Enabel, très active, avec aussi un partenariat avec l'Institut Egmont, mais aussi, on apporte aussi l'expertise de BOSA. Madame Rambout a salué les avancées significatives enregistrées dans la mise en œuvre de la réforme de l'administration publique sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les échos de la réforme sont arrivés à Bruxelles et j'étais assez impressionnée par les résultats que Monsieur le vice-premier ministre a déjà pu obtenir en termes de réforme de la fonction publique. Je pense que j'étais très enchantée par son enthousiasme, sa passion. L'assurance des services publics pour la population, c'est vraiment très important pour assurer le développement. Dans une dynamique de redynamisation du partenariat bilatéral visant l'intensification des perspectives et la diversification des axes de coopération à moyen et à long terme, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou poursuit une série de contacts de haut niveau avec les partenaires stratégiques de la RDC.
Et ce départ à la retraite historique au sein de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État qui célèbre la mise à la retraite de son tout premier agent interne lors d'une cérémonie empreinte d'émotion et de reconnaissance. Monsieur Florent Ngongo Mwamba, chef de service des archives, a officiellement reçu sa notification de fin de carrière, une page qui se tourne avec fierté et inspiration pour les générations futures. Nadine Futoka. Il s'appelle Florent Ngongo Mwamba. Il est le tout premier retraité de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Il quitte l'administration au grade des chefs de service en charge des archives. En les notifiant, la CENSAP vient ainsi d'honorer son cadre, mais elle prouve aux yeux de la communauté nationale le modèle de la couverture sociale appliquée à son propre personnel. Les concernés s'est ému et a exprimé toute sa gratitude à l'ensemble du personnel. Sentiment de joie parce que j'ai travaillé à la CENSAP, j'ai fini ma carrière sans incident. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Le cas de Florent Ngongo Mwamba est un exemple vivant de la mise en œuvre réussie du régime de sécurité sociale et de ce fait renforce le prestige de la CENSAP auprès de l'opinion nationale. C'est le tout premier agent de la CENSAP qui est retraité, qui sera géré par la CENSAP. Il bénéficiera des mêmes avantages, c'est-à-dire de la pension et des actions sociales et sanitaires, de tous les avantages que la CENSAP offre à tous ses clients. Tous les agents et cadres de la CENSAP sont unanimes à reconnaître le vertu exceptionnel de Florent Ngongo Mwamba. Son départ est une opportunité saisie par la CENSAP de motiver et encourager la confiance dans le mécanisme de sécurité sociale dans un contexte où plusieurs personnes redoutent cette étape. Son départ ouvre une nouvelle étape seule de la dynamique de la transparence et de la proximité. Au ministère du Plan, comment assurer la transparence dans la mise en œuvre des réformes, renforcer la confiance des investisseurs et veiller au pilotage efficace des politiques publiques conformément au Plan national stratégique de développement 2024-2028, autant d'enjeux présentés par le ministre d'État Guylaine Yembo sous forme de tableau numérique de suivi et d'évaluation au ministre de la Justice Guillaume Ngefa. Peggy Mukunda. Les ministres d'État, ministres du Plan et de la coordination de l'aide au développement, Guylaine Yembo, vient de lancer la tournée des présentations du tableau numérique de suivi et d'évaluation des réformes de climat des affaires. Première étape, les ministères de la Justice, où l'outil a été présenté au ministre d'État Guillaume Ngefa. Ce choix n'est pas anodin. La justice occupe un rôle central dans l'amélioration du climat des affaires. Elle est une garantie de la sécurité juridique, de la crédibilité des réformes, de la protection des droits des propriétés et de la lutte contre la corruption, autant d'éléments indispensables pour instaurer la confiance des investisseurs. Nous avons voulu que chaque ministre puisse être au courant des réformes qui sont prévues dans son secteur. Nous avons eu le temps de présenter l'outil parce que lui-même, en tant que ministre, va devoir valider donc les actions qui sont travaillées par ces équipes. Il était important que je sois là, moi-même, pour aussi montrer la volonté en tant que ministère de Plan en charge du climat des affaires. Validé en Conseil des ministres, les nouveaux outils concernent 17 ministères réformateurs et permettra de mesurer en temps réel l'avancement des réformes, d'identifier les blocages et d'apporter des solutions rapides. Objectif, renforcer la transparence, accélérer la mise en œuvre des réformes et améliorer l'attractivité de la RDC pour les investisseurs conformément au plan national stratégique de développement 2024-2028. Il faut renforcer l'efficacité de la collecte des recettes à l'échelle locale. Une mission conduite par l'OCOREF avec l'appui de l'Union européenne s'emploie à y répondre à travers une évaluation rigoureuse de la DGRCA. C'est dans le but d'améliorer la gouvernance financière au sein des entités territoriales décentralisées. Rikin Zuzelo et Mayoel, Yvette Makuntima. C'est au cours de l'atelier des présentations des résultats provisoires de l'évaluation des performances de la Direction générale de recettes de Kinshasa, DGRCA, appuyée par l'Union européenne, qu'a pris fin la mission d'évaluation sur le renforcement des systèmes locaux de gestion fiscale et de comptabilisation des recettes. Les résultats du TADAT
orienteront non seulement les décisions stratégiques du gouvernement provincial, mais également les appuis techniques et financiers de nos partenaires. Cette mission a concerné les provinces du Haut-Katanga et de Kinshasa. C'est pour améliorer la mobilisation des recettes et renforcer la transparence dans la gestion des finances publiques. L'évaluation s'est appuyée sur l'outil DATAT. Il a permis de mettre en lumière les forces mais aussi les faiblesses des administrations fiscales locales afin de dégager des pistes concrètes d'amélioration. Nous, on veut que les résultats de cette étude soient appropriés par les autorités provinciales et nationales pour pouvoir, in fine, améliorer le fonctionnement de ces administrations. Et finalement, l'objectif de nous tous, évidemment, c'est que aussi la qualité de la vie des populations soit améliorée, que les populations puissent disposer d'une administration plus performante. Sanctionné par la signature d'une lettre d'engagement, cet atelier a réuni autorités provinciales responsables des régies financières, partenaires techniques et financiers, ainsi que des représentants de la société civile sous la coordination technique du comité d'orientation des réformes et de finances publiques COREF. La reprise du trafic ferroviaire Kinshasa-Matadi, la ministre d'État, ministre du portefeuille Julie Chikou remercie le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la confiance renouvelée et le contrôle ainsi que le suivi des travaux dans le cadre de la modernisation des entreprises publiques. Regardez. Ce vendredi 5 septembre 2025, la ministre du portefeuille, son Excellence Madame Julie Chikou, a participé à la réception de 7 nouvelles voitures voyageurs pour l'ONATRA, fleuron national du transport multimodal, en présence du président de la République Félix Tshisekedi et des plus hautes autorités du pays, dont la première ministre et des membres du gouvernement. Fermée depuis février 2020, la ligne Kinshasa-Matadi a été entièrement réhabilitée avec le suivi du ministère du portefeuille dans le cadre des efforts de la modernisation des entreprises publiques. L'acquisition de ces voitures à voyageurs témoigne d'une gestion efficace des ressources à laquelle le ministère du portefeuille demeure attaché. Au-delà des aspects techniques de cette acquisition, ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est le retour de la confiance et de l'espérance. Ces nouvelles acquisitions permettront d'améliorer la mobilité des personnes et des marchandises tout en renforçant l'efficacité et la fiabilité du service ferroviaire. Chaque avancée dans la modernisation de l'ONATRA contribue à connecter davantage les régions du pays, à fluidifier le transport et à renforcer la confiance de la population dans les services publics et de la prospérité nationale. Et la ministre déléguée à l'environnement Arlette Bahati-Tito a reçu tour à tour plusieurs partenaires internationaux, notamment le PNUD, la Chine, la Banque mondiale et l'initiative CAFI, en toile de fond le renforcement de coopération en matière de climat, valoriser le stock de carbone congolais, former les experts locaux et préparer la participation de la République démocratique du Congo au grand rendez-vous climatique en fin d'année. Gaylor Kimpianga. Avec le représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, les discussions ont gravité autour du renforcement de la gouvernance climatique en République démocratique du Congo ainsi que sur le secteur de l'agriculture et de l'énergie durable. Le PNUD, partenaire de longue date de la République démocratique du Congo dans le domaine de l'environnement, a réaffirmé à Madame Bahati-Tito sa volonté d'accompagner le pays dans la valorisation de son potentiel carbone. Avec l'ambassadeur de Chine en RDC, Zhao Bin, ensemble, ils ont évoqué la coopération sino-congolaise en matière de lutte contre le changement climatique. La Chine a exprimé sa disponibilité à appuyer la RDC, notamment à travers la formation d'experts environnementaux. La Banque mondiale, à travers son spécialiste principal des forêts, Monsieur Patrice Savadogo, a également été reçu par la ministre déléguée à l'environnement. Cette rencontre de prise de contact a permis de discuter des opportunités de valorisation du stock de carbone congolais perçu comme une source stratégique de revenus. La Banque mondiale a présenté plusieurs projets en perspective visant à aider la RDC à tirer profit du marché carbone. Enfin, la série d'audiences s'est clôturée par un échange avec Monsieur Mathieu Auger, spécialiste technique de l'initiative CAFI,
Ce dernier a exposé l'agenda des échéances climatiques de fin d'année, notamment la Semaine africaine du climat à Addis Abeba, la Semaine mondiale du climat et la COP 30 prévue au Brésil. Des tribunes clés où la République démocratique du Congo pourra à nouveau valoriser son immense bassin forestier. Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, pour non-respect des normes de conservation des médicaments, plusieurs dépôts pharmaceutiques ont été perquisitionnés jeudi dernier sur instruction du procureur de la République. Ces établissements jugés dangereux pour la santé publique ont été immédiatement scellés par les autorités judiciaires. Les propriétaires ont été interpellés. Cette opération vise à assainir le secteur pharmaceutique dans cette province. Blaise Boko-Kiasonza. Nous sommes au quartier Istem, dans la ville de Kolwezi. L'on peut facilement découvrir une parcelle dont le portail et les portes sont fermés et inaccessibles matin, midi, soir. Ça sent l'odeur de la normalité. C'est bien un dépôt de produits pharmaceutiques et cosmétiques dont les opérations s'exercent à l'insu des services compétents. Nous avons déjà une pétition, monsieur. À l'intérieur de la maison, 5 sujets indiens s'y cachent et refusent d'ouvrir les portes. Sous l'impulsion du directeur général de l'ACOREP, Christian Tumbangoy, le chef de division de cette structure dans la province du Lualaba, alerte. Les conditions dans lesquelles nous avons trouvé les médicaments qui sont mis sur le marché de la province sont de mauvaises conditions. La vente et la consommation de produits pharmaceutiques appellent la vigilance et la mobilisation de tout le monde. Il faut vous rassurer que les produits sont gardés dans les bonnes conditions, dans des pharmacies qui répondent aux normes. Et si cela est fait, nous pouvons décourager, n'est-ce pas, ceux qui mettent les médicaments dans les mauvaises conditions. Après l'interpellation de ces sujets indiens, qui se seraient également dans l'illégalité avec leurs documents, les services de l'ACOREP ont procédé au prélèvement des échantillons des 10 produits, ce avant de voir sceller les différents dépôts pharmaceutiques et cosmétiques dans cette partie du territoire national. Et en politique, le secrétaire permanent de l'Union sacrée des nations, le professeur André Mbata, invite les responsables des partis et regroupements politiques à venir signer le document du Congrès. La date butoir est fixée au 9 septembre 2025. Ce samedi, plusieurs personnalités sont venues accomplir ce devoir. Robert Ndaï-Djessé. Après la tenue du deuxième congrès extraordinaire de l'Union sacrée de la nation, l'heure est à la consolidation des acquis et à la mise en œuvre des recommandations issues de ce congrès présidé personnellement par la haute autorité politique de l'Union sacrée, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au secrétaire permanent, les membres du présidium, les gouverneurs de province et personnalités politiques, chefs de regroupement défilent pour la signature de la charte et du règlement intérieur adopté à l'unanimité. Un acte symbolique salué par le secrétaire permanent, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumangu. La délégation de Bazouélé, conduite par le gouverneur David Moukeni, est venue réaffirmer sa loyauté au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a par la même occasion félicité le secrétaire permanent pour l'organisation de ce congrès qui, selon lui, a été l'occasion de solidifier les engagements mutuels. Cette délégation a été accompagnée par Carole Aguito, membre du présidium de l'Union sacrée de la nation. La gouverneure du Lolaba, Fifi Masuka Saini, membre du présidium, a salué la signature de la charte et du règlement intérieur comme le début d'un jour nouveau pour la plateforme présidentielle. Elle a été rejointe par la délégation de la province du Olomami qui a aussi réaffirmé sa loyauté au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation. Les ministres membres du gouvernement et chefs de partis politiques viennent eux aussi pour signer la charte et le règlement intérieur de l'Union sacrée de la nation. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Mitoaba, dans le Haut-Katanga et partout ailleurs sur satellite. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Jacques Mégy, moi je vous reviens la semaine prochaine. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.